Le Rainbow Warrior dort immobile, amarré au quai. Pour nous, c'était un acte de terrorisme d'État. Les journaux font révélation sur révélation. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Des opérations clandestines, sous couverture, sous fausse identité. De nombreux agents secrets français ont échappé à la prison. Ce n'est pas la justice, ça. À bord, 12 personnes, des militants écologistes, des marins, des journalistes embarqués pour documenter l'aventure. Et parmi eux, Fernando Pereira, 35 ans, photographe portugais. Fernando n'est pas un activiste comme les autres. Il est venu pour capturer des images, pour témoigner à travers son objectif. Il a embarqué sur le Rainbow Warrior pour raconter une histoire. Mais pas n'importe laquelle. Dans les années 80, la France poursuit ses essais nucléaires à Mururoa, en Polynésie. Des explosions souterraines qui déchaînent la colère des mouvements écologistes. Greenpeace, à cette époque, s'impose comme le poil à gratter des grandes puissances. La mer, poubelle du nucléaire. Alors devant un tel comportement, une telle inconséquence, Greenpeace, mouvement écologiste international, a tenté de s'opposer à ce déchargement de milliers de fûts de déchets nucléaires en pleine mer. Leur stratégie attirait l'attention du monde entier. Et le Rainbow Warrior devait être au centre de leur prochaine mission. Avec à bord des journalistes, des caméras et l'assurance que des images fortes circuleraient sur toute la planète. Le but était clair, gêner, dénoncer et peut-être empêcher les essais nucléaires français. Un grandement sourd, la coque vibre comme si elle venait d'être frappée par une force invisible. Un trou béant s'ouvre sous la ligne de flottaison et l'océan s'engouffre. Sur le pont, c'est la panique. Première règle en mer, évacuer. L'équipage sort précipitamment, se bouscule, saute sur le quai pour échapper au danger. Les cris résonnent dans la nuit d'Auckland. Fernando ne suit pas le mouvement, il fait demi-tour. Son matériel photo, ses appareils et ses pellicules, toute sa vie de reporter est dans cette cabine. Alors il descend à nouveau, à contre-courant, vers l'intérieur du navire qui prend l'eau. Il a exactement 7 minutes. 7 minutes entre deux détonations, 7 minutes avant que le sort ne soit scellé. Deuxième explosion. Plus violente, plus dévastatrice. Le Rainbow Warrior se couche, la coque cède et le navire s'incline définitivement. Dans cette tragédie, un nom disparaît, Fernando Pereira. Photographe portugais, 35 ans, 2 enfants, emportés par l'eau noire du port. Mais attendez, 2 explosions? Pourquoi pas une seule? Qui a calculé cet intervalle de 7 minutes? La police d'Auckland arrive rapidement sur les lieux du drame. Le Rainbow Warrior est éventré, l'eau s'engouffre toujours dans sa coque. Les plongeurs des forces locales fouillent les environs du navire, éclairant les eaux sombres du port avec leurs lampes. Et bientôt, les premiers indices apparaissent. Des fragments métalliques. Pas des débris anodins, pas des morceaux quelconques du navire. Non, ce sont les restes d'explosifs. Et ils retrouvent des mines magnétiques conçues pour être fixées discrètement sous les coques des bateaux. Et c'est un modèle très particulier. On appelle ça des limpet mines, de petits engins redoutables souvent utilisés par des commandos militaires. Et là, une question se pose immédiatement. Pour poser ce genre de charge, il faut des plongeurs entraînés. On ne parle pas d'amateurs ni de simples militants radicaux. On parle de professionnels. Les policiers mettent la main sur 2 passeports. Alain et Sophie Turange, un couple de touristes suisses qui séjournent en Nouvelle-Zélande depuis quelques jours. À première vue, rien d'anormal. Les tampons sont en règle et les papiers semblent authentiques. Sur les photos, un homme et une femme souriants, un couple banal en vacances. Sauf que quelque chose cloche. Les enquêteurs examinent de plus près, les visages ne correspondent pas vraiment aux photos. Les dates de voyage paraissent étranges et surtout, pourquoi ces touristes passent autant de temps à s'intéresser aux allées-venues du Rainbow Warrior? Et il y a un autre détail. Au lieu de se fondre dans la masse, ils se déplacent beaucoup, louent plusieurs voitures, multiplient les repérages autour du port. Un comportement inhabituel, trop organisé pour de simples visiteurs. Quelques heures plus tard, un autre indice s'ajoute. Leur tentative de quitter le pays tourne mal. Ils n'ont pas l'air surpris d'être arrêtés, comme s'ils savaient que leur couverture venait de tomber. Alors ces incohérences, ces regards qui ne collent pas aux photos, ces voyages étrangement coordonnés, tout commence à dessiner un portrait bien différent. Derrière Alain et Sophie Turange, il y a peut-être autre chose qu'un couple en vacances. Et là, la surprise tombe. Alain Turange ne s'appelle pas Alain Turange, c'est en réalité Alain Maffard, officier français. Quant à Sophie, derrière ce prénom se cache Dominique Prieur, également militaire. Et là, pas de touristes, pas de simples étrangers de passage. Des agents, des professionnels et surtout des Français. Ok, on récapitule. Un navire sabordé, un photographe mort et maintenant 2 agents français arrêtés en Nouvelle-Zélande. Pas des marginaux, pas des militants incontrôlables, non, des militaires, des professionnels. Est-ce que vous commencez à voir le tableau? Ce n'est plus une affaire locale, ce n'est plus un simple sabotage, c'est une opération d'État.
Mais il reste une question essentielle. Qui a physiquement posé ces bombes? Parce que Dominique Prieur et Alain Maffard, eux, n'étaient pas dans l'eau. Leur rôle était différent. Logistique, couverture, assurer que les autres puissent agir sans éveiller les soupçons. Les vrais hommes de l'ombre, ceux qui ont plongé dans le port d'Auckland cette nuit-là, ce sont 2 nageurs de combat de la DGSE. Et c'est là que les noms de Jean Camas et Jean-Luc Kister apparaissent. Des spécialistes du sabotage sous-marin, formés pour coller ces mines sous la coque d'un navire. Et surtout, disparaître sans laisser de traces. Camas et Kister appartiennent à la division Action, la branche de la DGSE chargée des missions clandestines. Une unité taillée pour des opérations spéciales. Coup de main, sabotage, élimination. Et cette mission, elle avait un nom de code. Un nom étrange, presque cynique. Opération satanique. Ouais, satanique. Un mot choisi par l'administration française elle-même pour désigner le sabotage d'un navire pacifiste. Des années plus tard, le silence se brise enfin. Jean-Luc Kister, l'un des 2 plongeurs de combat, raconte son rôle dans un livre. Et il lâche une phrase terrible. « Je regrette profondément la mort de Fernando Pereira. » Selon lui, ce n'était pas censé arriver. Leur mission, c'était de couler le bateau, pas de tuer un homme. Mais Fernando est mort, et ce poids, Kister dit le porter encore aujourd'hui. Alain Maffard, lui aussi, finit par témoigner. Et son récit va dans le même sens. Rien n'a été improvisé, ils ont agi sous ordre. Tout avait été décidé à l'avance, validé par leur hiérarchie. Et là, une question se pose. Tous disent qu'ils ont reçu des instructions. Alors, qui a donné l'ordre? À Paris, au début, le gouvernement nie. Pendant 2 mois, Charles Hernu, le ministre de la Défense, va nier toute implication de la France dans l'attentat. Puis, devant les preuves, il reconnaît une partie de la vérité. On admet que la DGSE est derrière l'opération. Mais on évite soigneusement de dire qui exactement a commandé cette mission. Le scandale prend une telle ampleur que des responsables doivent partir. 2 mois après l'explosion, le ministre de la Défense de l'époque, Charles Hernu, est obligé de démissionner. Et le patron de la DGSE, l'amiral Pierre Lacoste, est renvoyé de ses fonctions. Alors, creusons un peu. Une opération de cette envergure, ça ne se décide pas autour d'un café au bistrot du coin. Ça demande une préparation énorme. Des moyens militaires, des agents entraînés, des faux papiers, des explosifs. Tout ça, ça coûte cher et surtout, ça laisse des traces administratives. Dans la hiérarchie, c'est simple. La DGSE répond directement au ministre de la Défense et en 85, ce ministre, c'est Charles Hernu. Et au-dessus de lui, il n'y a qu'une seule personne, le président de la République, à l'époque, François Mitterrand. Alors, la question est claire. Est-ce que Mitterrand savait? Est-ce que l'ordre venait directement de lui? Le problème, c'est quand on regarde les documents officiels déclassifiés, ils s'arrêtent toujours pile au milieu de la chaîne. On trouve des notes, des ordres d'exécution, des traces logistiques, mais dès qu'il s'agit de savoir qui au sommet appuyait sur le bouton vert, plus rien. Silence total. Est-ce un hasard, une simple coïncidence bureaucratique, ou est-ce volontaire? Parce que ce qu'on sait, c'est que Charles Hernu a démissionné. Pierre Lacoste a été renvoyé, mais François Mitterrand, lui, est resté. Il n'a jamais reconnu officiellement avoir donné l'ordre. Et pourtant, plusieurs témoignages, y compris celui de l'amiral Lacoste, lui-même affirment que l'Élysée était au courant. Mais aucun papier, aucune preuve écrite ne vient le confirmer. Alors, est-ce que ces documents dorment encore dans un coffre? Est-ce qu'ils ont été détruits? Pourquoi la chaîne de commandement s'interrompt toujours à mi-chemin? Une chose est sûre, dans une affaire aussi grave, ce n'est pas une simple coïncidence. Fernando Pereira avait 35 ans. Un photographe, un père de famille, 2 enfants qui l'attendaient à la maison. Sa seule arme, un appareil photo. Un objectif braqué sur l'océan pour montrer au monde ce que d'autres voulaient cacher. Et pour l'empêcher de prendre ces images, la France a envoyé des agents secrets. Des plongeurs, des explosifs, une opération digne d'un commando de guerre. Le résultat, un mort, un navire coulé et un scandale international sans précédent. La Nouvelle-Zélande s'indigne, les pays alliés protestent, des appels au boycott éclatent. La France finit par payer plus de 7 millions de dollars en compensation. Son image est écornée, ternie pour des années. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ces essais nucléaires que Paris voulait protéger à tout prix, ils s'arrêteront définitivement en 1996, 10 ans plus tard. Alors tout ça, est-ce que ça valait vraiment le coup? Aujourd'hui, on sait qui a posé les bombes, on sait qui a organisé l'opération sur le terrain, mais la grande question, celle du sommet, reste sans réponse. Des documents sont encore classés, des témoins se taisent. Et quelque part, il existe peut-être une signature, un ordre écrit enfermé dans un coffre qui attend d'être révélé.